organisateur, à Marc, pour ton invitation pour cette conférence sur l'état des lieux, des mécanismes physiopathologiques, les challenges et les perspectives. Donc, je vais suivre ce qui a été demandé, c'est-à-dire faire un petit focus sur l'état des lieux de l'épidémiologie, les mécanismes, quelques mots sur quoi de neuf en thérapeutique, et puis conclure par les défis à relever. Alors, en termes d'état des lieux, on savait jusqu'à présent, avec les premiers variants, que le Covid long affectait 4 à 6 mois après l'épisode initial à peu près 15 à 30% des patients. Vous avez ici deux études, une qui a été faite à gauche par l'Office national des statistiques au Royaume-Uni, qui montre que vous voyez à peu près à 16 mois, 12% de la population est atteinte. Ça équivaut à 1,8 million de personnes au Royaume-Uni. Et en France, une étude un peu similaire a été faite en 2022 sur 25 000 volontaires adultes qui ont eu une PCR positive. On voit qu'à 3 mois, on a encore 30% qui ont des symptômes et encore 20% à 18 mois. Et on évalue le nombre de gens atteints à 2 millions de personnes. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont encore atteints, mais c'est des gens qui ont eu au moins à un moment donné un Covid long. Donc, qu'est-ce qu'il en est des facteurs de risque? Donc là, il y a aussi eu beaucoup de littérature ces derniers mois sur les facteurs de risque associés au Covid long. Ce qui sort, qui est vraiment indiscutable avec plus de 10 références, c'est le sexe féminin avec un autre ratio entre 1,21 et 2. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas atteints, ni les enfants et les adolescents qui peuvent l'être, avec chez les enfants des points d'appel qui sont plus l'absentéisme scolaire, des troubles du sommeil, une anxiété. La sévérité du Covid initial et le nombre de symptômes. Donc, initialement, on séparait vraiment les séquelles post-Covid et le Covid long qui touchait plus les patients ambulatoires. Maintenant, on a tendance à mettre un peu tout dans le même sac en vérifiant quand même que les gens n'ont pas des séquelles post-Covid avant de dire qu'ils ont un Covid long. Et donc, des gens qui ont fait un Covid peu symptomatiques ont moins de risques de faire un Covid long. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Par contre, ceux qui ont plus de 5 ou 6 symptômes, en particulier qui ont eu des troubles digestifs, des paresthésies, des hallucinations, des choses comme ça au Covid initial, ont un risque accru. Il y a pas mal de facteurs qui sont encore discutés parce que vous voyez, le nombre de références est plus faible. C'est le BMI, l'âge, le taux d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Il y a des publications qui ont montré dans une de notre équipe que quand on avait moins d'anticorps anti-SARS-CoV-2, on avait un risque accru de Covid long. Le fait d'avoir eu plusieurs infections à SARS-CoV-2, la dépression, c'est vraiment limite le ratio, les comorbidités et le bas niveau socio-économique. Donc ça, c'est les facteurs individuels. Et puis, il y a des facteurs aussi environnementaux qui ont récemment été mis en évidence. Le variant, les variants initiaux ancestraux donnaient beaucoup plus de Covid long que le variant Delta et Omicron, mais vous voyez, notre ratio, il est aux alentours de 0,30, 0,49. C'est pas quand même, ça n'a pas du tout disparu avec Omicron. Et l'absence de vaccination contre la Covid avant d'avoir eu la Covid. Donc, si on n'a pas fait la Covid, qu'on a été vacciné par 3 doses, on a vraiment une protection contre la Covid et donc contre le Covid. Mais par contre, si on a une vaccination alors qu'on a déjà fait la Covid, là, on ne peut pas du tout dire que le vaccin va entraîner un effet. Ça, là, bon, on n'a pas trop de. Les choses sont un peu discordantes. Bon, le Covid long est quand même rapporté avec Omicron et chez les vaccinés. Et au Royaume-Uni, par exemple, on estime que 4% des adultes qui ont été vaccinés 4 fois contre le SARS-CoV-2, 3 fois, rapportent des symptômes prolongés. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les études qui ont été faites sur ce sujet, mais cette étude australienne est assez intéressante. C'est une étude en ligne sur 22 700 personnes, 90% vaccinées, qui montre qu'un patient sur 5, donc c'est des gens qui ont eu Omicron, gardait des symptômes prolongés et en moyenne 6 symptômes, surtout fatigue et difficulté de concentration. C'est ça qu'on observe plus avec Omicron par rapport au premier Covid long où on avait beaucoup de signes cardio-respiratoires. Un cas sur 15 nécessitait un recours aux soins et 17% rapportaient un arrêt partiel ou complet de travail. Donc, le Covid long, bien qu'on soit maintenant avec des variants moins virulents, continue à exister. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que maintenant, on se rend compte que les gens qui ont été traités par antirétroviraux, donc ça, c'est surtout des patients Covid sévères, à gauche, des patients qui ont eu du remdesivir, ont un risque un peu diminué de Covid long. Pas annulé, mais un peu diminué. Et puis, à droite, c'est des gens qui ont eu du Paxlovid,
des patients ambulatoires. Là aussi, quand on a du Paxlovid, au moment de la phase aiguë, ça diminue un peu le risque de Covid. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire probablement que chez les gens qui ont déjà un Covid long, ça vaut le coup de traiter des réinfections pour éviter éventuellement une réaggravation. Alors, les choses nouvelles, c'est les enfants. Jusqu'à présent, on disait, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, les pédiatres disaient, le Covid long, non, ça ne touche pas trop les enfants. Finalement, c'est pas grave, les enfants font des formes minimes. Et en fait, il y a de plus en plus de publications qui montrent que le Covid long est observé chez l'enfant avec des troubles un peu différents de l'adulte. Donc, qui font dire souvent que l'enfant commence à avoir une maladie psychiatrique ou est fatigué, etc. Ce sont beaucoup de troubles de l'humeur, fatigue, troubles du sommeil. Vous voyez, tous les symptômes qui sont un petit peu entourés avec du rouge sur ces diapos sont les plus fréquents. Donc, c'est les mêmes que chez l'adulte, avec simplement la prévalence des symptômes qui est un peu différente. La chose importante, c'est de savoir différencier le Covid long du PIMS, qui est le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, qui est vraiment une urgence médicale qui se manifeste chez un enfant 2 semaines après le Covid par une fièvre, des douleurs abdominales, une grande altération de l'état général et qui là a un mécanisme physiopathologique très différent. C'est vraiment une maladie immunologique, une urgence puisque les jeunes enfants peuvent être traités par des immunoglobulines spécifiques. Alors ça, c'est pas vraiment du Covid long, mais je vous montre quand même cette, étude qui est quand même perplexe et qui montre qu'il faut vraiment investiguer ce sujet. C'est la base de données, des vétérans aux États-Unis qui a examiné 154 000 patients qui ont eu un Covid entre 2020 et 2021, qui ont été comparés à plus de 5 millions de témoins et qui montre que dans les 12 mois après la Covid, on a une augmentation du risque de désordre cognitif et de mémoire et du diagnostic de maladie d'Alzheimer, hein. Donc ça montre que le Covid a certainement un impact neurologique indépendamment du fait qu'on fasse un Covid long symptomatique ou non, qui est vraiment à ne pas négliger. Quelques mots d'évolution. Donc malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de données d'évolution sur le long terme. Il y a cette étude, COMPARE qui est intéressante. C'est une étude française avec, des réponses en ligne des patients tous les 2 mois et on reconstruit ensuite avec des modèles multi-états l'évolution jour par jour des symptômes. Et dans cette étude, donc bien sûr, c'est les patients qui rapportent eux-mêmes les symptômes, donc peut-être ceux qui n'en ont pas rapportent moins. Mais en fait, toujours est-il qu'à 1 an, seuls 11 des patients sont en rémission complète et on voit que certains symptômes plus de nature inflammatoire, comme par exemple la toux, vont diminuer, l'odorat aussi va s'améliorer et d'autres symptômes vont persister, en particulier, vous voyez, la fatigue, avec un impact important sur les activités professionnelles. Et dans notre cohorte, de l'Hôtel-Dieu, on a pu interroger comme ça 231 patients qui venaient pour un Covid long. Donc, c'est des patients quand même assez sévères et qui, à 1 an, décrivaient l'impact du Covid long sur leurs activités usuelles. Ben, vous voyez que pour les activités domestiques, 75 des patients étaient toujours gênés. Sportifs, 69 avaient des difficultés à reprendre le sport. Pour le travail, 62 avaient dû s'arrêter puis avait repris, mais un tiers seulement avait pu reprendre à temps plein. Pour la lecture, 37 pouvaient lire à nouveau sans difficulté et la conduite, 27 sans difficulté. Donc les gens arrivent à faire des activités, mais ça ne rejoint pas encore leur état antérieur. 1 an, hein, donc là, on attend vraiment avec impatience des données plus longues à 2 ans et à 3 ans. A priori, les premières études montrent que ça continue bien sûr à s'améliorer. Donc on peut être optimiste. On va passer maintenant aux mécanismes physiologiques, physiopathologiques potentiels. Donc, ces mécanismes, déjà, je voudrais vous faire une remarque. Il faut être très critique sur ces premières études. C'est vraiment extra qu'1 an après le premier cas de Covid long, on est déjà des chercheurs qui publient des données. Mais ces données, elles ont quand même des faiblesses méthodologiques, il n'y avait pas forcément les bons groupes témoins, des faiblesses aussi technologiques, à ce moment-là, les dosages, les recherches d'ARN messager, de spike, etc., tests immunologiques qui n'étaient pas bien standardisés. Donc, c'est des résultats, je vous les montre, mais ils peuvent quand même être amenés peut-être à changer. Donc,
on sait, c'est que probablement, ils ne sont pas exclusifs, ces mécanismes, et ils sont différents selon le terrain de l'individu. Son terrain génétique, son terrain immunitaire, son terrain allergique, hormonal. Par exemple, on sait que les femmes, elles ont des exacerbations souvent en période prémenstruelle. Et puis, selon l'histoire infectieuse, le variant qui a touché la personne, la charge virale, les co-infections, on va reparler de réactivation EBV, par exemple. Les gens qui n'ont pas de BV vont peut-être pas avoir les mêmes mécanismes exactement que ceux qui ont eu EBV. Il a toujours été qu'il y a vraiment beaucoup d'hypothèses en cours. On a des difficultés encore à toutes les relier. On va parler de la persistance des antigènes viraux, de l'hypothèse plutôt inflammatoire, auto-immune, vascularite, de l'hypothèse coagulation microcaillot, la dysfonction mitochondriale, les réactivations de virus latents, les désordres du microbiote. Donc tout ça, vous voyez, ça fait des centaines de publications. Actuellement, il sort, je ne sais pas exactement quel, mais plusieurs papiers par jour sur ce thème, hein. Alors, déjà, une chose qui avant était une hypothèse qui maintenant n'en est plus trop une, c'est qu'au cours du Covid long, on retrouve chez certains patients, pas tous, hein, ça peut être une minorité dans certains papiers, la moitié chez d'autres, de l'ARN viral ou des antigènes viraux chez des gens qui ont eu le Covid depuis plus de 6 mois. Donc, on a trouvé, par exemple, de l'ARN viral dans les fentes olfactives de sujets. On a trouvé sur les tubes digestifs, sur les coupes de tubes digestifs, vous avez ici la photo à gauche. On a trouvé de la protéine spike dans les monocytes, dans le sang, dans la sueur, hein. Ça, c'est une étude qui a été faite à l'initiative d'ailleurs des patients. Vous savez que les chiens peuvent renifler des composés volatiles organiques. Et bien, chez les patients Covid long, on a trouvé comme ça des chiens qui étaient capables de détecter des composés organiques dans la sueur et dans différents tissus à l'autopsie. Ici, en bas à gauche, vous avez une étude, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais qui est assez intéressante, qui a recherché la protéine spike chez les sujets et qui montre en bleu que au cours du Covid aigu, on peut retrouver la protéine S1, la protéine spike, la protéine N. Ensuite, ces taux disparaissent. Tandis que dans le Covid long, on peut trouver à distance des taux de protéines spike. Bon, ça n'a pas forcément été reproduit par tous, donc ça, c'est encore une étude à reproduire, avec des taux qui sont très fluctuants. Ah ben, c'est cette étude-là. Bon, je passe là-dessus. Alors, on a trouvé ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a la solution à tout. On ne sait pas pour l'instant si ces particules virales correspondent ou non à du matériel infectieux. Pour l'instant, on n'a pas d'argument formel. Dans certains papiers, et je pense que Johan va vous en reparler, on a un début de réplication virale, on trouve de l'ARN subgénomique, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence à se répliquer. Mais dans beaucoup de papiers, il n'y a pas du tout d'argument pour l'instant. Et puis, certains patients ont commencé à essayer de prendre des antiviraux. Chez certains, ça marche, chez certains, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est clear-cut comme la pénicilline dans la pneumonie à pneumocoque. Donc, vraisemblablement, cette histoire n'est pas si simple. Et puis, il faut aussi avoir des témoins. Peut-être que chez les Covid résolus, on a aussi du virus qui persiste. Après tout, on a beaucoup de virus chez nous qui persistent, comme le BV, l'herpès, etc. Donc, c'est important que ces études soient faites avec des bons témoins. Et puis, la question qui se pose, c'est est-ce que si le virus persiste, est-ce que c'est le virus qui est responsable de la pathogénie ou des fragments du virus, par exemple, peut-être la protéine spike directement, indépendamment du virus. Et par exemple, dans le modèle rat, quand on met de la protéine spike seule, ça entraîne une neuroinflammation indépendamment de la persistance virale. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant en recherche, c'est que les premiers résultats, ça ne règle pas tout, ça fait se poser encore tout un tas d'autres questions. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse immunitaire. Donc, on observe au cours du Covid long une activation immune excessive. Donc, ça ne se voit pas tellement au niveau de la CRP, etc. Les bilans, habituellement, montrent un peu d'augmentation de ferritine, mais pas de grosse inflammation. Par contre, au niveau cellulaire, on voit très souvent, chez ces sujets, une activation des cellules, notamment des cellules T cytotoxiques, comme on voit d'ailleurs au cours d'autres infections virales chroniques comme le VIH et l'hépatite C. On voit aussi une activation de l'immunité innée, des monocytes, des mastocytes, des polynucléaires qui se mettent à faire de la nétose, des astrocytes, des cellules
microgliale. Et vous avez ici une scintigraphie qui a été faite avec un nouveau traceur qui s'appelle ARAG, avec du fluor 18, et qui arrive à mettre en évidence où sont les lymphocytes T activés. Et on voit que par rapport à des témoins, les sujets Covid long ont beaucoup plus d'activation au niveau, par exemple, du tube digestif, au niveau des glandes parotidiennes, au niveau de différentes adénopathies. On voit aussi des taux sanguins élevés de certains marqueurs inflammatoires, donc des cytokines pro-inflammatoires et profibrotiques. Donc là aussi, ce n'est pas très stabilisé. Selon les auteurs, ça peut être plus certaines interleukines ou l'interféron gamma ou l'interféron bêta. Ce qui est assez consensuel, c'est qu'on observe souvent une augmentation du VEGF, qui est un marqueur d'augmentation vasculaire. Mais d'autres cytokines également sont augmentées, des marqueurs aussi d'un état procoagulant et des marqueurs de lésions neurologiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que si on arrivait à avoir un cluster de cytokines qui sont en faveur d'un Covid long, on pourrait peut-être avoir un biomarqueur. C'est un peu tôt, mais c'est intéressant. On a aussi des stigmates d'endothélite. Donc ça, c'est pas facile à montrer, mais on le voit sur les biopsies ou dans des modèles expérimentaux. Et puis, quelques stigmates d'auto-immunité. Donc, pas mal d'équipes pensaient au départ que le Covid long était peut-être une maladie auto-immune. En fait, non. Pour moi, on observe des facteurs antinucléaires, comme on voit dans d'autres infections virales chroniques, comme l'hépatite C, par exemple. Mais si on cherche vraiment des maladies auto-immunes, qu'on dose le complément, les anticorps anti-DNA, etc., il n'y en a pas. Maintenant, certains auteurs ont montré des anticorps contre des récepteurs vasorégulateurs, donc des récepteurs du système nerveux autonome. Donc, c'est une piste peut-être à fouiller. Alors, troisième hypothèse, c'est l'hypothèse, je crois que j'ai loupé l'hypothèse des micro. Non, c'est bon. Troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de la dysfonction mitochondriale. Ne serait-ce que cliniquement, on voit que les gens ont souvent une intolérance à l'exercice, et c'est à l'exercice qu'on a des douleurs musculaires, le brouillard cérébral. Et effectivement, l'épreuve d'effort maximal cardio-respiratoire, qui explore les dyspnées inexpliquées, montre qu'au cours du Covid long, on peut avoir des petits signes qui évoquent une dysfonction mitochondriale, en particulier des lactates qui augmentent, des taux réduits de bêta-oxydation. Ça, c'était cliniquement. Et maintenant, avec de nouveaux outils qu'on a qui s'appellent le profil métabolomique, on arrive à voir que ces profils chez les patients Covid long sont en faveur vraiment d'une atteinte mitochondriale. Profil métabolomique, expliqué, si vous voulez, de façon très simple, c'est de prendre tous les métabolites qui sont dans le sang et de faire un profiling de ces métabolites. Et ensuite, on compare ce profil global, donc ça peut être des acides aminés, des lipides, des glucides, des hormones, n'importe quoi. On compare entre des cas et des témoins. Et vous voyez ici en haut à droite que les patients PASC en rouge ont un profil qui est différent de ceux qui ont guéri du Covid ou de témoins sains. Donc, il y a des profils vraiment différents. Et quand on va plus en profondeur, on voit qu'il y a beaucoup d'acides gras non saturés, qu'il y a une déplétion en tryptophane, qu'il y a des arguments dans ce profil qui sont en faveur d'une atteinte mitochondriale. Voilà, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais si ce qui se passe in vitro, ce qu'on sait sur le SARS-CoV-2, simplement, c'est que le SARS, par lui-même, il inhibe certains gènes de mitochondrie. Vous savez que la mitochondrie, c'est nos usines à énergie. On prend des acides aminés, des sucres, des lipides. Tout ça est transformé en métabolites. Le sucre est transformé en pyruvate, les acides gras, les lipides en acides gras. Ça rentre dans la mitochondrie et avec l'oxygène, il y a tout un métabolisme dans le cycle de Krebs et ça donne des molécules d'ATP. Eh bien, le SARS pourrait inhiber certains gènes qui codent pour des protéines qui sont indispensables à la production d'énergie. Et du coup, il y a une inhibition de la phosphorylation oxydative habituelle. L'individu est obligé de prendre d'autres métabolites comme des acides aminés pour faire ce cycle de Krebs, c'est moins performant. Donc peut-être que dans le Covid long, ce phénomène persiste, c'est une hypothèse qui nécessite d'être étudiée. Et peut-être que ça va nous servir aussi beaucoup
pour les autres maladies, syndrome de fatigue chronique et encéphalite myalgique, où on a ces mêmes symptômes sans savoir d'où ça venait. Une quatrième hypothèse, c'est l'hypothèse des microcaillots. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante, mais pour l'instant, on n'a qu'une équipe dans le monde qui travaille vraiment là-dessus, qui a montré que dans le sang des patients Covid long, il y avait des microcaillots amyloïdes résistants à la fibrinolyse. Donc, ce n'est pas des caillots faciles à dissoudre avec des anticoagulants. Et quand on solubilise ces microcaillots, on voit dans le culot tout un tas de molécules inflammatoires, antiplasmides, fibrinogènes, protéines amyloïdes, facteurs de Willebrand. Donc, c'est intéressant parce que c'est une piste thérapeutique possible, mais pour l'instant, c'est vraiment trop tôt de se dire que le traitement, c'est un traitement anticoagulant pour guérir cette maladie. Il y a tout un tas d'autres mécanismes. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'on pourrait faire au moins 2-3 heures sur ce sujet. On a une activation spontanée des neutrophiles. Les neutrophiles, vous savez, quand ils ont un stress, ils se mettent à cracher leur ADN, ce qu'on appelle la nétose. Ça donne tout des filets de chromatine qui ensuite vont attraper les plaquettes, etc. Bon, on a ça au niveau du Covid long, avec les conséquences à étudier. On a aussi des fois des réactivations de virus, réactivation EBV, réactivation HHV6. Donc, vraisemblablement, certains patients ont des symptômes qui sont liés en fait au virus qui se réactive. Et peut-être qu'il y en a d'autres, qu'il y a aussi des rétrovirus qui se réactivent. On a aussi une dysbiose intestinale. Chez les patients Covid long, on observe des taux plus bas de bonnes bactéries, bactéries qui produisent du butyrate, qui sont impliquées dans l'homéostasie immune. Donc, il y a beaucoup de patients qui prennent des compléments alimentaires, des probiotiques. Je crois que c'est plutôt une conséquence qu'une cause, mais bon, je vous le mets quand même. Et on a souvent une inflammation digestive avec tous les symptômes digestifs en parallèle. Et puis, on a aussi tout un tas d'autres questions à explorer, comme par exemple le dysfonctionnement du cycle du cortisol, des dégâts tissulaires peut-être au niveau cérébral. Alors justement, au niveau cérébral, là, je vous donne tous ces mécanismes. Je n'ai pas parlé des signes cliniques parce que maintenant, on connaît bien les signes cliniques. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes du Covid long qui, en fait, sont en lien avec une dysfonction du système nerveux autonome. Donc, vous savez que le système nerveux autonome, il commande toutes les fonctions automatiques du corps. On a le système sympathique, qui est un système plutôt, on l'appelle le système fuite ou bagarre, hein, qui accélère un peu tout. Et on a le système parasympathique qui est un système plutôt de calme, hein. Mais on a toujours un équilibre entre le système sympathique, parasympathique pour toutes les fonctions d'organisme. Or, dans le Covid long, il y a tout un tas de symptômes qui initialement ont classé par organe et qui en fait sont en rapport avec une dysfonction du système nerveux autonome. Par exemple, les POTS, le fait qu'on ait des tachycardies brutales, l'hyperventilation à l'effort, les vertiges quand on se lève, certains troubles digestifs, des patients carrément une gastroparésie, les troubles sphinctériens, certains patients vont aux toilettes tout le temps et d'autres au contraire ont des troubles de sphincter, troubles de la libido, troubles de la sudation, thermorégulation, troubles oculaires, les bouches sèches, langue sèche, yeux secs, troubles de l'accommodation, etc. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que tout est dû au système nerveux autonome. Par exemple, des patients qui ont de l'urticaire, c'est vraisemblablement une autre cause, ou des patients qui ont des myalgies à l'effort, c'est vraisemblablement une autre cause. Mais disons, une bonne partie de ces symptômes semblent en rapport avec une atteinte du système nerveux autonome, qui peut être une atteinte donc cérébrale ou une atteinte aussi médulaire, puisque vous voyez que le système nerveux autonome, du moins pour le système sympathique, ça descend très bas, même partout, ça va partout. Alors, pour l'instant, les études qui explorent le système nerveux autonome sont assez faibles. Mais il commence à y avoir des études, et on a ici des collègues de Lariboisière qui ont étudié nos patients, et donc des patients qui avaient des symptômes évocateurs d'atteinte du système nerveux autonome. Et chez 35% d'entre eux, bon, la série est petite, hein, c'est 16, il y avait une atteinte, et surtout une atteinte du système parasympathique. Donc, l'idée actuellement, c'est qu'on a un déséquilibre du système nerveux autonome avec le système sympathique qui reste plus ou moins actif et une baisse vraiment de tout ce qui est parasympathique, donc nerf vague, qui fait que ça donne comme ça ces tachycardies, ces excitations comme ça de l'organisme.
Alors, vous allez certainement revenir là-dessus avec d'autres marqueurs, mais nous, en France, on a, grâce au professeur Gage, étudié un petit peu ce qui se passait au niveau de la base du crâne, donc là où il y a tous ces noyaux gris qui sont des noyaux du système nerveux autonome, justement, et on s'est rendu compte que chez les patients Covid long, on observait des hypométabolismes, c'est-à-dire que le fluor marqué avec du fluor 18, le glucose marqué avec du fluor 18 n'est pas bien absorbé dans ces régions. Donc, on ne sait pas si c'est par les neurones, si c'est par les cellules microgliales, mais toujours est-il que ça donne ce genre d'aspect. Vous voyez ici à droite. Ici à droite, c'est la moyenne de 35 patients et on voit les régions dans lesquelles on a un hypométabolisme. Et ces régions-là, c'est essentiellement le tronc cérébral et les régions adjacentes, régions limbiques, les régions préfrontales et les régions cérébelleuses. Donc, une de nos hypothèses, c'est que au moment du Covid, chez certains patients, le virus, au lieu de descendre au niveau respiratoire, remonterait au niveau des fentes olfactives et irait s'installer ici à la base du cerveau, donnant des symptômes qui persistent, hein. Alors maintenant, c'est juste avec le PET scan, on va voir peut-être qu'il y a d'autres examens qui montrent des lésions peut-être plus vastes. C'est vrai que quand on fait les examens classiques, par exemple l'IRM, on ne voit pas de lésions, moins de lésions ailleurs dans le cerveau chez ces patients. Voilà, donc c'est en fait les mécanismes que j'ai vus tout à l'heure, que j'ai évoqués tout à l'heure, qui peuvent peut-être conduire à cette atteinte, c'est-à-dire soit la persistance du virus, soit une neuroinflammation. Et la neuroinflammation, elle toucherait des cellules qui sont les cellules, non pas les neurones, a priori, mais plutôt les astrocytes, qui sont les cellules de la microglie qui entourent les neurones, mais qui permettent une bonne connectivité. Donc là, il faut certainement beaucoup plus d'études in vitro pour approfondir ces mécanismes. Alors, quelques mots maintenant. Si j'ai encore 5 minutes, je ne sais pas, je suis dans les temps? Oui. Oui, bon, alors c'est bon. Quelques mots sur la recherche. Donc ça, c'est pour la recherche classique. À l'HAS, on a fait des recommandations, bien qu'on n'ait encore aucun moyen thérapeutique, il fallait vraiment faire des recommandations pour les médecins de première ligne qui voient les patients. Et donc, on a proposé une prise en charge avec 4 piliers. D'une part, les traitements symptomatiques. On a toujours des symptômes et des traitements symptomatiques à donner aux patients, que ce soit des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, des bêta-bloquants en cas de POTS, des bronchodilatateurs en cas d'hyperréactivité bronchique, etc. Ça, c'est important. Deuxième pilier, c'est, comme dans toute maladie chronique, apprendre au patient le maximum sur sa maladie pour qu'il puisse s'autogérer et notamment éviter les facteurs qui déclenchent les symptômes. Donc, c'est toutes les techniques de pacing, etc., qui étaient déjà bien connues des patients avec syndrome de fatigue chronique. Troisième pilier, c'est la rééducation. La rééducation, on se rend compte qu'elle peut être vraiment tout azimut. Ça peut être respiratoire en cas d'hyperventilation, orthophoniste en cas de troubles cognitifs, ça marche pas mal du tout. Olfactive, l'activité physique adaptée, cette fois-ci, si on n'a pas d'exacerbation à l'effort. Et puis, le traitement des troubles anxieux-dépressifs qui sont fréquents, c'est normal, on se retrouve devant une maladie pour laquelle on n'a pas de réponse et surtout pas de réponse aussi pour ce qui va se passer à l'avenir. Et donc, les traitements et la prise en charge sur ce plan-là sont utiles, sans compter que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine remontent peut-être un peu les taux de sérotonine et souvent, c'est des traitements qui peuvent avoir leur utilité. Alors, en ce qui concerne les pistes de traitement, il y a vraiment très, très peu de publications. Par contre, si vous allez sur le site clinicaltrial.gov, vous verrez qu'il y a déjà des dizaines d'essais qui sont en cours, peut-être même plus de 100. Et j'ai essayé de les trier un peu sur thème, pas par les thèmes. Il y a des essais thérapeutiques sur l'inflammation chronique et le syndrome d'activation mastocytaire. Avec, on teste les antihistaminiques, les anti-inflammatoires, les antioxydants. Pravastatine, Maravirox, c'est l'approche de Patterson, la naltrexone, petite dose. Des essais sur la piste thrombose et mauvaise oxygénation tissulaire, donc avec des tests sur les anticoagulants, l'oxygène hyperbare, les aphérèses, etc. Des essais sur la persistance virale,
avec des essais sur les antiviraux, des peptides qui dégradent l'ARN contenu dans les auto-anticorps, des anticorps contre la protéine ERV, je vais vous en reparler, et puis beaucoup d'autres essais. Je vous ai mis un peu dans tout ça, j'ai regroupé, mais qui sont intéressants sur les modalités de rééducation et pacing, avec la rééducation respiratoire, l'ergothérapie, l'activité physique, stimulation du nerf vague, l'action sur la dysbiose. Et dans ces essais, c'est assez intéressant. Il y en a qui sont avec le patient en direct dans le centre et beaucoup qui sont à distance, voire par l'intermédiaire d'intelligence artificielle. Donc, les outils aussi pour évaluer ces approches sont différentes. Donc, pour finir, je vous montre 2-3 essais randomisés qui ont été publiés pour vous montrer qu'il y a quand même des choses. Un premier essai randomisé, c'est l'oxygène hyperbare, dans lequel on a inclus 37 patients qui ont reçu de l'oxygène hyperbare 40 sessions à 2 atmosphères pendant 90 minutes versus des patients qui avaient reçu que de l'oxygène. Et 3 semaines après la dernière session, il y a une amélioration de la perfusion cérébrale et des capacités cognitives. Donc, l'oxygène hyperbare, c'était déjà utilisé avant pour des patients qui avaient des lésions cérébrales importantes post-accident ou post-AVC. Bon, c'est lourd hein, comme technique, c'est très fatigant, donc je ne sais pas si ça va pouvoir être généralisé, mais c'est quand même intéressant. Une autre étude qui a randomisé, qui a étudié un cocktail de 5 acides aminés, plus la N-acétylcystéine, qu'on avait déjà utilisé dans la NASH et qui améliore la fonction mitochondriale. Et là aussi, c'est un petit essai, 41 patients, mais à la fin du traitement, on a eu une amélioration de la fatigue. Donc ça nécessite un essai certainement plus large. Et puis, il y a beaucoup d'essais sur les antiviraux. Donc là, je vous en ai mis 2, mais en fait, j'ai regardé hier sur le site, il y en a 7. Donc déjà, le labo Pfizer fait des essais avec le Paxlovid, avec des durées différentes. Et normalement, c'est 5 jours. Donc là, pour le Covid long, c'est 15 jours dans un essai, 25 jours dans l'autre, des durées différentes encore dans les autres. C'est des essais pour lesquels on n'a pas encore les résultats, mais qui sont quand même encourageants. Et puis, il y a cet essai aussi, un essai européen, c'est l'essai Temelimab. Donc, il est basé sur l'inhibition de la protéine ERV-W. Cette protéine ERV-W, c'est une protéine de rétrovirus endogène qui s'exprime de façon anormale. Et normalement, on a déjà vu ça chez les patients atteints de CEP. Donc, l'idée, c'est en inhibant cette protéine ERV, eh ben, on va inhiber l'activation microgliale, puisque cette protéine ERV entraîne une activation de la microglie. Donc, ça, c'est organisé par le CHU de Genève. Donc, ça nécessite déjà un screening pour voir si les patients sont ERV+, ou ERV-. Et ensuite, s'ils sont ERV+, ils peuvent rentrer dans un des essais en cours. Donc voilà, je vous montre, c'est vraiment pas du tout exhaustif, hein, mais c'est juste pour vous montrer que la recherche est très riche et qu'on va finir par trouver des choses. Et puis, il y a des pays qui se sont vraiment mobilisés, qui ont mis beaucoup de fonds pour la recherche, notamment aux États-Unis. Le NIH a développé une initiative qui s'appelle Recover, avec 5 parties. Beaucoup de chercheurs sont mis sur la dysautonomie, dysfonction cognitive, fatigue, troubles du sommeil, persistance virale. Et dans chacun de ces thématiques, il y a des gens qui travaillent sur la physiopathe, les modèles expérimentaux jusqu'au modèle clinique. Voilà, ça n'empêche que même si cette recherche est très riche, il y a beaucoup de défis qui restent à relever. J'en ai mis 3 parce que je pense que tout ce qui est défis sociétaux, c'est très important, hein, je ne les sous-estime pas du tout, mais vous allez les aborder dans l'après-midi. Donc, je suis restée aux défis scientifiques. Le premier, c'est de démêler les mécanismes et leurs interactions. Est-ce que ces antigènes viraux correspondent à des virus infectieux? Est-ce que la protéine spike est toxique? Comment faire le lien entre les microcaillots, cytopathie mitochondriale, etc. Le deuxième, c'est de trouver un test sanguin. Ça, on en a vraiment besoin, ça serait le Graal pour légitimer la maladie, poser un diagnostic, orienter la recherche. Vous avez vu que plusieurs sont proposés, mais aucun n'est disponible chez tous les patients. Peut-être que les profils sont hétérogènes et peut-être que c'est un cluster de biomarqueurs qu'il va falloir trouver. Et puis le troisième, bien sûr, c'est de trouver des traitements étiologiques. Hein, on sait que le pacing marche bien, mais ça ne va pas guérir les patients. Et peut-être que le traitement étiologique, ça ne sera pas un traitement, ça sera peut-être soit une combinaison de traitements.
antiviraux ou antiviral plus un anti-inflammatoire, un immunomodulateur. Enfin bref, il y a encore beaucoup de boulot sur le sujet, mais vous savez que pour le VIH, il a fallu 20 ans pour trouver un traitement, pour l'hépatite C aussi. Donc c'est sûr qu'on va y arriver, mais il faudra encore un petit peu de temps. Merci.